Bonsoir à tous et à toutes. Alors, nous voici au dernier rendez-vous des Mardis de l'égalité de cette saison. C'est passé vite. Et depuis l'ouverture que nous avions faite en septembre, vous êtes toujours aussi nombreux à ce que je vois, et aussi nombreuses, à venir sur ces rencontres et ces temps d'échange. Je tenais à vous en remercier très sincèrement. Cette 8e saison est une réussite, tant par votre présence que par la qualité des échanges sur des sujets variés que nous avons eus touchant à l'égalité. Merci au service du CREA pour la technique et pour faire en sorte que tout se passe toujours bien. Et j'ai une pensée spéciale pour Eric, que je remercie personnellement. Et puis, je vous rappelle que cette soirée est filmée et qu'elle sera mise en ligne dans quelques jours sur l'Erdu pour une meilleure accessibilité. Merci également aux collègues du service culturel, toujours présents et avec autant d'implication. Et Sarah Dessin, je te remercie pour cette programmation d'une très grande qualité qui nous fait avancer, je crois, sur l'égalité. Et puis, si cette 8e saison se termine, je dois vous confier que la 9e, elle est bien en route et qu'elle s'annonce prometteuse. Mais j'en dis pas plus. Alors, je vous propose de clôturer ces mardis de l'égalité un peu comme on les avait commencés. La conférence qui va suivre dans quelques instants sera suivie à 20h d'un spectacle. Nous recevrons tout à l'heure le groupe Vertigo, une compagnie théâtrale de Rennes, dont la direction artistique est assurée par Guillaume Doucet et Bérangère Nota. Le spectacle qu'ils nous proposeront, Backlash, est une création en partenariat avec le festival Sirène et Mythos. C'est une évocation fine et pertinente de ce rebond conservateur en réaction aux avancées féministes. Mais pour l'heure, nous accueillons Mélanie Gourarier pour une conférence intitulée Alpha Mâle, le masculinisme en question. Alors Mélanie est chargée de recherche au CNRS, au laboratoire d'études de genre et de sexualité, l'UMR 8238. Anthropologue du genre et des sexualités, elle travaille notamment sur les masculinités et a publié en 2017 un livre, Alpha Mâle, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes. Tout un programme. Le livre sera en vente à l'extérieur par Aliénor tiendra un stand comme elle le fait habituellement, hein, c'est la librairie Comment dire. Alors, réflexe masculiniste monté d'un antiféminisme sur les réseaux, réaffirmation de la virilité, Mélanie se propose de faire le point. Alors, la conférence de ce soir va avoir une physionomie légèrement différente des autres fois. Comme vous le voyez, je me tiens à ses côtés pour mettre en question, alors moi au sens propre, le masculinisme. Je vous demande de faire un très bel accueil à Mélanie et merci à tous et à tous pour votre présence ce soir. Et je vous souhaite une très belle soirée. Alors Mélanie Gourarier, tout d'abord merci vraiment d'être venue parce qu'il y avait un petit peu de route. Et puis je vais commencer par une question très très simple. Comment tu t'es mis à travailler sur les masculinités? Dans quel contexte? Oui, merci beaucoup à Sarah et à toi pour votre invitation. Je suis vraiment ravie d'être là. Et pour répondre à ta première question sur les raisons qui m'ont amenée à travailler sur les masculinités, je pense qu'il faut revenir sur deux éléments qui se rejoignent. D'une part, ma propre trajectoire, donc comment est-ce que les masculinités sont entrées dans ma vie et dans quel contexte plus général j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là. Donc j'ai approché les masculinités. À l'époque, j'étais en master d'études de genre à l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales à Paris. Et je travaillais déjà, j'avais pour idée de travailler sur l'hétérosexualité. C'est ça qui m'intéressait. C'est vraiment, il y avait peu d'enquêtes sur l'hétérosexualité. Et je voulais un peu voir ce qui s'y passe. Et donc, je suis anthropologue, donc il fallait que je trouve un terrain. Et pour trouver un terrain sur l'hétérosexualité, j'ai eu l'idée d'aller enquêter sur le speed dating. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le speed dating, c'est des rencontres minutées, des rencontres amoureuses minutées. Et sur ce terrain-là, pendant que j'écrivais mon master, en fait, arrive un homme d'un certain charisme et qui m'a... Alors oui, j'ai oublié de dire un truc un peu important, c'est que quand on est anthropologue, on négocie sa présence sur le terrain et que la façon dont j'avais négocié l'accès un peu libre que je pouvais avoir durant ces soirées, c'était d'accueillir les journalistes ou les personnes qui s'intéressaient un peu au phénomène, puisque c'était à ce moment-là, on est dans 2007,
Et c'était un phénomène un peu nouveau, donc qui intéressait beaucoup de monde. Donc à chaque fois, toutes les semaines, il y avait des médias ou voilà, des personnes qui venaient pour s'informer sur le phénomène. Donc arrive un monsieur qu'on me présente comme étant un coach en séduction. Et comme je n'ai jamais caché les raisons de ma présence, je lui dis que je fais moi-même une enquête sur le speed dating. Je suis apprentie anthropologue. Et il me dit, mais le speed dating, ça n'a aucun intérêt. Viens faire ta thèse sur moi, sur le coaching en séduction. Et je ne vous mens pas, hein, c'est pas du storytelling, c'est littéralement comme ça que ça s'est passé. Et je me retrouve la semaine suivante dans les salons d'un grand hôtel, avec une salle remplie d'une centaine d'hommes, avec un petit calepin comme moi, et qui notait en fait des conseils en séduction. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'approcher, enfin de faire ma thèse sur ce sujet-là. Et donc je pensais travailler sur l'hétérosexualité, sur les rapports hommes-femmes, et je me suis rendu compte très vite que je n'avais affaire qu'à des hommes entre eux. Et ça, j'ai mis à peu près 6 mois pour m'en rendre compte. Donc cette temporalité de ma conscientisation du fait que je travaillais sur les masculinités, évidemment, ça a été un matériau pour moi premier de questionnement pour comprendre pourquoi moi-même j'avais mis tant de temps à comprendre ce qui se passe. Et donc du coup, c'est une part de mon analyse en fait. Et j'en viens au deuxième point, donc le contexte dans lequel j'ai commencé à travailler. Et à l'époque, donc on est en 2008 à peu près. Ma thèse, je l'ai soutenue en 2012. J'ai publié mon livre donc en 2017. Et à ce moment-là, il y avait très peu d'enquêtes sur les masculinités. Donc les masculinités, elles étaient omniprésentes, elles étaient partout. C'était d'ailleurs le point de départ de toute enquête. À point de départ à tel point que c'était finalement une identité, alors j'aime pas ce terme, donc je cherche un autre mot, mais là, pour faire vite, je vais dire ça, qui n'était pas du tout questionnée. Et moi, je viens des études de genre, et il y avait beaucoup de travaux, et heureusement sur les féminités, sur les femmes en particulier, et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'enquêtes sur les hommes, alors même qu'il était tout le temps question des hommes, y compris quand il y avait des terrains ou des enquêtes qui se passaient uniquement sur des hommes, avec des hommes entre eux. Eh bien, la question des masculinités n'était jamais posée, alors qu'en miroir, dès qu'il y avait un groupe de femmes, c'était une question de genre. Donc je suis partie un peu de cette façon de ne pas penser les masculinités pour les penser, en fait. Et c'est comme ça que j'ai approché ce sujet-là, en postulant donc que le fait que la masculinité soit un impensé, que ça avait déjà une fonction, une efficacité dans la reconduction des masculinités, si vous voulez. Voilà, donc peut-être pour dire encore un dernier mot sur ce contexte-là, pour resituer à l'échelle un peu plus globale, parce qu'il faut aussi comprendre les études des masculinités en France. Donc moi, on a l'impression que je travaille toute seule, mais j'ai travaillé avec des collègues, et notamment 2 collègues, je crois que vous en avez reçu un, Florian Voros, et, qui travaille sur la pornographie, que vous avez dû entendre à un moment, non ? Pas cette année, mais... Pas cette année. Il y a d'autres éditions, mais Florian Voros qui a dû venir vous parler de son livre sur la pornographie, et un autre collègue qui s'appelle Gianfranco Rebuccini, qui est aussi anthropologue. On s'est intéressé à un concept qui s'appelle le concept de masculinité hégémonique, et qui vient d'une sociologue australienne, Raewyn Connell. Et pour vous donner un exemple de la temporalité très longue dans laquelle se sont diffusées les études sur les masculinités en France, l'ouvrage de Raewyn Connell, Masculinities, est publié en 1993, et la traduction de Mewin Agege et de Arthur Voitou date de 2014. Donc les études sur les masculinités en France ont mis énormément de temps à s'installer, et elles se diffusent aujourd'hui à la faveur de MeToo, heureusement, et puis de l'engagement de nombreuses étudiantes dans ce nouveau champ d'études, et plus particulièrement d'études de genre. D'accord, merci. Donc on est vraiment sur l'émergence des études sur les masculinités en France. Dans ton livre, tu dis être parti du discours sur la crise des masculinités. Est-ce que les hommes que tu as rencontrés au cours de ton enquête utilisent cette expression, la remplissent ? Oui. Comment tu dirais ça ? Oui, alors non seulement il l'utilise, mais oui, c'est vraiment... moi, je suis partie de là quasiment. C'est-à-dire que... alors, la notion de crise de la masculinité, il l'utilisait, mais surtout,
Au-delà de ça, ils avaient un discours de souffrance qui était récurrent. Et en fait, pour le coup, ça, je ne l'avais pas pensé non plus. Je ne m'étais pas dit, je vais avoir des hommes enfin, quand on parle du masculinisme, aujourd'hui, on dit c'est les hommes les ouin-ouin ou les hommes qui souffrent, etc. Bon, à l'époque, je ne savais pas du tout que ce serait le cas. Donc, je suis vraiment, vraiment partie de leur discours. C'est-à-dire que les personnes que je rencontrais, systématiquement, m'expliquaient leur trajectoire en fonction d'une position initiale de souffrance, donc de difficulté à être un homme, de souffrances qui les concernaient eux, mais qui concernaient les masculinités, enfin les hommes en général, avec une crise du positionnement des masculinités, une crise même symbolique de la masculinité, puisque, en gros, ce qu'ils m'expliquaient, c'est que les hommes ou les valeurs masculines étaient dépréciées socialement, et que ça, c'était un problème. Donc je suis vraiment partie de leur discours, et comme je suis anthropologue, alors anthropologue féministe, mais ça ne m'empêche pas de prendre très au... Enfin voilà, j'ai voulu prendre très au sérieux leur discours. Et qu'est-ce que ça voulait dire prendre très au sérieux leur discours? C'est-à-dire ne pas être dans une position où je jugeais de l'authenticité de leurs sentiments, ni de leurs émotions. C'est-à-dire je n'ai pas cherché à remettre en question l'authenticité des ressentis. Prendre très au sérieux au discours, c'est le mettre à l'épreuve d'une analyse à la fois historique et sociologique. Donc en gros, je suis allée chercher dans les travaux des historiens à quand pouvait remonter cette crise. Puisqu'on me parlait systématiquement d'une crise de la masculinité, la première chose que je pouvais faire, c'est la dater. Donc évidemment, vous sentez que j'ai un peu de malice derrière cette volonté de dater la crise. Et effectivement, je me doutais que... je n'allais pas pouvoir la dater. C'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi je n'ai pas pu la dater? Parce que finalement, quand on travaille sur les historiens qui ont travaillé eux-mêmes sur la masculinité, donc qui se sont intéressés dans leur corpus à des discours sur la masculinité, et là, aussi loin qu'on remonte, et peu importe où on se trouve à l'échelle géographique, il a toujours été question de discours de crise. C'est-à-dire que les textes sur la masculinité sont des textes qui portent sur une inquiétude systématiquement sur l'affaiblissement des masculinités. Ça, on peut remonter à la Rome antique. On le retrouve notamment chez Aristote dans une crainte d'une forme de mollesse des masculinités qui lui sont contemporaines, d'une mollesse qui expose en fait les questions pour le coup martiales, donc qui risque d'affaiblir en fait les politiques martiales à ce moment-là. Et voilà, donc ça a été un constat que j'ai fait, donc d'une récurrence de la crise des masculinités. Donc partant de là, j'ai interrogé cet usage systématique de la crise, et j'en ai proposé une analyse qui finalement postule que s'il y a une telle récurrence dans les discours de crise, c'est que la crise a une fonction en fait dans la reconduction des masculinités. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la masculinité, pour pouvoir se repositionner en fonction des époques, en fait, se postule comme en souffrance vis-à-vis du changement social, des changements sociaux, et elle tire une légitimité de ses revendications de cette souffrance. Autrement dit, pour pouvoir revendiquer des droits qui n'ont jamais été menacés, en fait, il faut d'abord se positionner comme victime. Et c'est de cette accaparation en fait, du statut victimaire, en gros, qu'on peut légitimer une reconduction ou un renforcement de l'ordre social. Voilà. Je voulais dire en gros sur la crise. D'où on va dire, l'apparition de cette figure de l'alpha mâle. Qui porte du coup le titre de ton livre. Alors sur l'alpha mâle, tu en fais une critique et c'est pas que tu le remets en cause, mais tu dis qu'il n'existe pas, l'alpha mâle, et qu'il s'agit d'une invention. Pourtant, cette notion d'alpha mâle, on la rencontre aujourd'hui, et notamment véhiculée par les jeunes. Comment tu expliques que sur cette invention, on fasse perdurer ça. Ouais, voilà. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, ouais, c'est ça. Et peut-être encore demain. Alors, je trouve que le concept d'alpha mâle, il est hyper intéressant parce qu'il montre comment la science et plus largement les usages du discours scientifique,
en fait, sont très marqués par une conception genrée du monde et du vivant. Et c'est un peu de ça dont il est question avec la notion d'alpha mâle, parce que pour autant, enfin pour le coup, pardon, il y a une contestation, y compris par les scientifiques eux-mêmes qui ont formulé ce concept, qui est fait depuis très longtemps. Et donc, en gros, le concept d'alpha mâle, pour le dire très rapidement, c'est une transposition en fait, d'une idée qui aurait été développée en éthologie, une transposition de comportements animaux vers des comportements humains. Or, il se trouve que le concept d'alpha mâle a été contesté et est contesté depuis très longtemps parce qu'il a été formulé dans un contexte très spécifique, donc au sujet de l'observation de meutes de loups dans des zoos, en fait, par des hommes scientifiques qui observaient donc très à distance les meutes de loups. Et en fait, dès lors qu'il a et d'ailleurs, ce sont des femmes qui ont fait ça, des éthologues femmes, qui sont allées observer les loups initialement dans la nature, donc. Et on s'est rendu compte que, et ça, ce sont encore une fois, il y a un article, si ça vous intéresse, dans le New York Times, qui a été publié très récemment sur cette histoire-là. Et il y a donc les scientifiques qui ont publié initialement sur ce concept sont largement revenus dessus depuis très longtemps. Mais en gros, comment on en est revenu, c'est que dès lors qu'on a observé des loups en milieu naturel, en fait, on s'est rendu compte que pourquoi est-ce qu'on a pu observer des comportements dits de mâles dominants dans les zoos, c'est qu'on a mis des loups de familles différentes, d'âge similaire, dans un petit espace, quoi. Donc forcément, ils se sont tapés dessus. Mais c'est comme si vous enfermez des gens, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit quand on enferme des gens entre eux. Voilà, ça ne produit pas des conditions relationnelles optimales, on va dire. Et du coup, quand on observe les loups en état dans la nature, les liens qu'on fait plutôt, ou les transpositions sont plutôt de l'ordre de la parentalité, de la famille, puisqu'on observe plutôt des groupes familiaux avec des géniteurs qui se partagent le pouvoir et qui, effectivement, ont un ascendant sur les enfants, mais je ne trouve pas d'autres mots, je suis désolée, mais bon, les loups plus jeunes, quoi. Et donc, il y a moins de comportements violents dans ces cas-là. Et du coup, alors, tout ce détour pour dire que, évidemment, que l'information que je vous donne est très facilement accessible, qu'elle est connue. Pour autant, on retrouve encore des discours très largement mobilisés dans le discours commun sur la naturalité de la domination masculine. Et je pense que cette volonté de ne pas de maintenir, en fait, ou de continuer d'asseoir la domination masculine sur soi-disant des observations de ce qui se passerait dans le monde animal, c'est en fait qu'on imagine que les discours sur la nature sont des discours qui sont moins facilement démontables que les discours sur le monde social. Et cette façon de parler du mâle alpha, en fait, que moi j'ai retrouvé sur mon terrain, donc, alors là il faut rendre à César ce qui appartient à César, je dois ce titre à deux hommes, qui est mon père et mon éditeur, que sont mon père et mon éditeur, et c'est pour ça qu'il s'intitule comme ça mon livre. Mais pour autant, c'était un vocabulaire que je retrouvais dans le groupe sur lequel j'ai enquêté, et qui était mobilisé en fait pour là aussi légitimer une position masculine ascendante, et je vais y revenir sans doute tout à l'heure, mais non seulement vis-à-vis des femmes, mais des hommes entre eux aussi. Ça nous emmène tout doucement vers le masculinisme, après la masculinité. Lors de l'enquête que tu as menée entre 2007 et 2012, le terme existait-il déjà, puisqu'on est dans l'émergence des études, qui se cachait alors derrière ce terme de masculiniste? Qu'est-ce qu'on entend par masculiniste? Alors, le masculinisme, c'est un terme qui est apparu en fait dans les années 70. Donc, le terme existait déjà. Il n'était pas mobilisé par les jeunes hommes auprès desquels j'ai mené mon enquête. Mais j'ai choisi de les désigner ainsi pour plusieurs raisons. Alors, il est apparu dans les années 70, initialement en fait par des groupes d'hommes qui ont monté des groupes de parole un peu en miroir des groupes féministes, avec une volonté initiale de faire comme les féministes.
Alors rapidement, et ça c'est les observations de ces groupes montrent que c'est plus compliqué que ça. Mais voilà, c'est d'abord dans ce contexte-là qu'il a été inventé. Et on le retrouve au moment où j'enquêtais. Était qualifié de masculiniste uniquement deux types de groupes. Les groupes de défense du droit des pairs, qui sont alors j'ai une collègue qui s'appelle Aurélie Philo-Chabot qui a fait un ouvrage là-dessus. Donc les hommes qui militent en fait pour la défense du droit des pairs avec cette idée-là que les maires et les juges qui sont des femmes sont en défaveur systématiquement et se prononcent en défaveur du droit des pairs. Et donc il faut revendiquer des droits pour ces pairs. Et l'autre groupe, c'est le groupe des hommes dits hommes battus, qui considèrent qu'il y a un tabou sur la violence des femmes faites aux hommes et qui symétrisent les violences faites aux femmes et les violences faites aux hommes. Pour ces deux groupes-là, à l'époque où moi, quand j'ai commencé à travailler, on les qualifiait volontairement de masculinistes. Pour le groupe sur lequel j'ai travaillé, à l'époque, on ne les qualifiait pas de masculinistes. C'est un terme que du coup j'ai choisi moi de transposer à ce groupe-là. Et j'ai choisi de le transposer parce que j'observais des similarités, donc un peu comme je les ai décrites, c'est-à-dire des hommes qui se positionnent en souffrance, qui considèrent qu'ils ont moins de droits que les femmes, et donc il faut qu'on est dans tout ce discours sur l'égalité déjà là, hein, qu'on est dans même que les féministes vont trop loin, qu'on est dans une société post-égalitaire et que la balance s'est déplacée et se joue aujourd'hui en défaveur des hommes. Donc, tous ces discours-là, je les ai recueillis et du coup, c'est moi qui ai choisi de les qualifier ainsi. Et depuis depuis mon enquête, on a étendu le discours, cette conception du masculinisme, et là vous avez sans doute dû en entendre parler, à la manosphère, qui est finalement... alors le groupe sur lequel j'ai travaillé est aussi un groupe en ligne. Donc les séducteurs, ça fait partie de ce qu'on appelle la manosphère. Donc ce sont les masculinistes en ligne, voilà, et c'est comme ça qu'on qualifie. C'est un terme qui est utilisé... que je n'emploie pas dans ma recherche pour plein de raisons sur lesquelles je peux revenir, mais qui est mobilisé dans certaines recherches et dans le monde médiatique. Et du coup, comment tu circonscrirais ce concept du masculinisme ? C'est un terme qui s'est imposé dans le débat public autour des années 2000, qui a été défini par deux sociologues canadiens, donc défini en langue française, hein, je veux dire, Mélissa Blais et Francis Dupuy-Derry, comme un contre-mouvement en réaction au féminisme. Alors, la proposition que je fais, moi, de définition, elle est un tout petit peu... Elle n'invalide pas la proposition de Francis Dupuy-Derry et de Mélissa Blais, mais elle se pose je la pose de façon plus anthropologique, puisque je m'intéresse aux catégories. Enfin, j'essaye comment dirais-je, d'interroger les catégories du discours. Et du coup, ce qui m'intéresse dans la définition que je fais du masculinisme, alors je vais vous la donner puis je vais vous expliquer pourquoi. Je considère que le masculinisme, ce n'est pas un groupe de personnes, il y a un mouvement politique. C'est en fait une idéologie qui diffuse et qui infuse dans toutes les strates sociales. C'est donc l'idéologie dans laquelle nous infusons tous et toutes et qui imprègne nos imaginaires. C'est en gros l'idéologie du patriarcat. Alors pourquoi je préfère cette définition-là ? C'est que je travaille sur un masculinisme banal, en fait, c'est-à-dire un masculinisme qui n'est pas sensationnaliste, hein, puisqu'on a souvent tendance à pointer les masculinistes extrémistes, quoi, les incels. Alors les incels, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Les incels, c'est un groupe d'hommes, c'est des célibataires, ils s'appellent comme ça, donc les célibataires involontaires, et ce sont eux qui commettent, par exemple, les féminicides qu'on a vus au Canada ou aux États-Unis récemment.
Et moi, j'essaye de montrer qu'en fait, il y a tout un éventail et des nuances. En fait, il y a 150 nuances de masculinisme qui va effectivement du masculinisme le plus mortifère à celui qu'on va qualifier de doux, mais que je ne considère pas comme doux, puisque pour moi, c'est le masculinisme majoritaire, qui est un masculinisme de la réforme, puisque finalement le masculinisme, c'est une idéologie qui consiste à penser la masculinité comme quelque chose de socialement problématique, qu'il s'agisse d'y répondre par du conservatisme ou par une pensée une politique de la réforme, alors avec tous les discours que vous pouvez entendre et les essais publiés aujourd'hui sur la nécessité de transformer en mieux les masculinités. Et voilà, donc j'intègre en fait toutes ces catégories du discours. Et donc, est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose que le féminisme ? Alors évidemment non, même si évidemment certains ont intérêt à le rapprocher, mais pour la simple et bonne raison que ce n'est pas le féminisme en fait est une idéologie qui consiste à pointer les normes qui président à la reconduction des inégalités sociales. Le masculinisme ne s'attaque pas aux inégalités. En fait, le masculinisme participe plutôt à sa reconduction. Donc, la symétrisation du masculinisme et du féminisme est non seulement une erreur scientifique, mais c'est aussi une erreur politique. Alors, l'enjeu de tes travaux sur la masculinité semble se rapporter autant à la relation hétérosexuelle qu'au rapport entre hommes. En quoi c'est important de s'intéresser à ce rapport entre hommes ? Alors, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est un point extrêmement important et merci de me poser cette question parce que je vais essayer d'y revenir plus longuement. Donc, mon ouvrage s'appelle Alpha Male, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes. Donc, s'apprécier entre hommes, c'est deux choses que j'ai essayé de montrer. S'apprécier, c'est s'aimer entre hommes. Donc, s'aimer entre hommes, c'est... moi, ce que j'ai pu remarquer au sein du groupe sur lequel j'ai travaillé, c'est qu'il y a toute une valorisation de l'amitié masculine, une valorisation des solidarités masculines, et d'ailleurs un aménagement de l'entre-soi masculin, avec un discours extrêmement homophobe, c'est-à-dire que dans l'hétérosexualité, en fait, se construit dans le rapport entre hommes, dans un rejet très fort de l'homosexualité, et en même temps une pratique extrêmement ténue et de la proximité des corps masculins. Donc ça, c'est ce qui peut avoir l'air d'un paradoxe, mais c'est parce qu'il y a une proximité si ténue des corps masculins et un rapport entre hommes si étroit qu'il y a une nécessité d'homophobie. Pour rappeler la menace constamment de l'homosexualité est constamment rappelée au sein de mon terrain. Et ça fonctionne ensemble. Et cette valorisation de l'amitié masculine, je l'ai montré dans mon livre, elle passe quasiment par un discours amoureux. En fait, il y a un langage ou un vocabulaire de l'amitié entre hommes qui relève de l'attachement, en fait, donc, qui m'a énormément intéressée. Et je pense que cet attachement ou ce sentiment, cette sentimentalité, c'est la bromance, quoi, si vous voulez, cette sentimentalité des rapports entre hommes, elle a une fonction parce qu'elle permet en fait de renforcer à court et à très long terme les solidarités entre hommes. Et elle permet aussi de déprécier les rapports entre hommes et femmes, parce que ça, c'est un paradoxe qui n'en est pas, mais plus j'avançais au sein de la communauté de la séduction, et plus les hommes que je rencontrais valorisaient une position qui est celle du détachement vis-à-vis des femmes, un détachement à la fois amoureux et détachement aussi sexuel, et que ce détachement-là passait par une survalorisation du lien entre hommes qui était beaucoup plus authentique, beaucoup plus valable, beaucoup plus fort dans la durée. Donc ça, c'est un premier point de ma démonstration sur qu'est-ce que c'est que s'apprécier entre hommes, donc l'importance des relations entre hommes. Et s'apprécier entre hommes, c'est aussi, je joue un peu sur le double sens, c'est se jauger, s'évaluer.
Et l'autre élément important de mon travail, c'est sur les hiérarchies entre hommes, parce que travailler sur les masculinités, c'est pas uniquement travailler sur le rapport entre hommes et femmes et les inégalités entre hommes et femmes, c'est aussi travailler sur le rapport entre hommes. Et là, c'est pour ça que je m'attache énormément à une définition presque beaucoup plus globale du masculinisme. C'est que dans la reconfiguration des normes masculines aujourd'hui se jouent en fait des inégalités entre hommes. Et dans les masculinités qui sont aujourd'hui valorisées, il faut voir en fait en sourdine les masculinités qui s'en trouvent dépréciées, disqualifiées, qui sont systématiquement donc des masculinités des classes populaires et racisées. Et on voit bien qu'en fait la masculinité, c'est aussi une entrée pour penser les inégalités d'âge, de classe, de race, de genre. Voilà, j'ai été peut-être un peu courte, mais... Non. Peut-être trop synthétique. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'arrêtes à ce moment-là. Vous voulez mais je peux en continuer. entendre plus. À ta guise, soit tu nous délivres encore un peu ton sentiment sur la question, soit je rebondis sur le mot de question et on ouvre un temps de questions en fait avec les gens dans la salle pour comment dire. Il faudra qu'on libère la salle à un moment donné. Donc, on a un petit temps de questions d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc, si vous le voulez, on peut continuer ces questions. Cette fois, c'est plus moi qui les pose. Mais c'est à vous de vous exprimer, de poser vos questions. Et merci en tout cas pour cet exposé, Mélanie. Merci à vous. Alors, il y a Sarah là-haut qui a un micro à la main. Je vous demanderai de poser vos questions dans le micro. Hein. Rappelez-vous, en fait, on est filmé pour que ce soit retransmis derrière. Bonjour, merci pour cette présentation. Moi, je voulais vous partager une expérience vécue et avoir votre avis sur la question. En fait, il s'est passé que je me suis réunie avec des hommes et des femmes pour parler de la question du genre. Et entre femmes, quand on a exposé nos difficultés à vivre dans ce monde patriarcat et qu'on a énuméré les souffrances qu'on vivait depuis toute petite, un des hommes s'est mis à pleurer et est parti de la salle. Et ensuite, on a dû parler des hommes victimes du patriarcat. Et en fait, on a dû arrêter cette commission genre parce que c'était plus possible de dialoguer, parce que nous, on avait trop de rancœur vis-à-vis de ces questions en tant que femmes. Et les hommes se sentaient pas entendus par nous, jugés. Et c'était hyper violent, en fait. Et du coup, j'aimerais avoir votre avis sur ces hommes qui sont victimes du patriarcat et qui... Enfin, moi, j'ai vu cette amie pleurer et je ne doute pas de sa souffrance, mais sauf qu'elle était très dure à accepter dans ce cadre-là. Et donc, comment est-ce qu'on peut continuer le dialogue avec tout ça, quoi? Voilà. Alors, ce que vous dites, c'est assez caractéristique, en fait, de ce que j'essaye d'expliquer par la réforme des masculinités. Je vais peut-être vous donner un autre exemple de la façon dont on imagine la question du progrès, par exemple, avec... l'idée que les hommes se confient, c'est un progrès, notamment dans les couples hétérosexuels. Et en fait, ce dont on se rend compte avec les enquêtes qu'on a un peu portées là-dessus, c'est que y avait la charge domestique, il y avait déjà la charge familiale et la charge sociale, c'est-à-dire qu'en gros, les femmes prennent en charge la vie sociale du couple. Donc, s'occupe des rendez-vous avec les copains, s'occupe des rendez-vous avec la famille, etc. Et qu'avec cette idée-là que c'est bien que les hommes puissent exprimer leurs émotions et être aussi sensibles et accéder en fait à une capacité de parole équivalente à la façon dont les femmes expriment leurs émotions, eh bien, on se rend compte qu'il y a une charge supplémentaire, qui est la charge affective du couple. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de dire que, je l'ai un peu sous-entendu tout à l'heure, qu'il n'y a pas de souffrance du côté des hommes. La question n'est pas là. La souffrance ressentie, elle est réelle, sans doute, et elle s'exprime par des larmes, etc. Quand on est anthropologue, on ne juge pas de l'authenticité des expressions ou des émotions.
En revanche, ce qu'on peut essayer de comprendre, c'est de déplacer un peu ça et de voir ce que ça produit. Et là, vous l'exprimez extrêmement bien. On assiste à une scène où qu'est-ce qui se passe quand des femmes expriment leur souffrance dans un cadre où il y a une parole donnée équitablement aux femmes et aux hommes, et qu'un homme exprime sa souffrance, un homme, contre combien de femmes ? 7 femmes. Donc un homme qui exprime sa souffrance dans un cadre avec 7 femmes, qui elles aussi sans doute ont exprimé leur souffrance avant, ou peut-être qu'elles n'ont pas eu le temps. Mais donc un homme qui exprime sa souffrance, ça conduit à mettre fin à une réflexion, un espace de parole entre femmes, sur les questions de genre. Et donc voilà, en tant qu'anthropologue, moi ce qui m'intéresserait, c'est qu'est-ce que ça produit, l'expression de la souffrance de cet homme-là, ça produit à un abandon d'un questionnement en fait. Et c'est plutôt ça, je dirais, qu'il faut regarder. Et on l'a vu, par exemple, avec MeToo, avec donc des victimes qui s'expriment, des femmes victimes de sexisme et d'agression sexuelle. Et dans les médias, dans un premier temps, souvent relayées de façon symétrique, ce que ça peut faire aux hommes que d'être accusés. Donc vous voyez, c'est ces mécanismes-là, en fait, que je trouve particulièrement intéressants à analyser. Une autre question ici. Bonjour, merci pour cette conférence. Voilà, j'ai fait des études de sociologie et je suis également féministe et j'aime bien observer ce qui se passe autour de moi. Et récemment, j'ai tenté une petite expérience donc, dans mes cercles d'amis et mes cercles plus éloignés d'amis de lancer le débat, de parler de féminisme avec beaucoup de gens, avec des personnes genrées autour de moi. Et j'ai souvent observé quelque chose, et c'est pour ça que j'en parle, c'est souvent des personnes qui ont un peu plus de 40 ans, disons entre 40 et 50 ans, des hommes donc, et qui vont se ranger en tant que féministes, sauf qu'en fait, tout dans leur attitude va être à l'opposé du féminisme. Mansplaining, face à une féministe, en gros, ils vont expliquer en quoi ils sont féministes. Sauf que dans tout leur argumentaire, ils n'utilisent absolument pas les méthodes du féminisme. Et pour argent comptant, ils vont souvent expliquer qu'ils ont écouté leur copine en confession sur l'oreiller. Globalement, ça donne à peu près ça. Et néanmoins, ces mecs-là se disent féministes et en fait sont le pur produit du masculinisme quand on les observe. Et ce que je voudrais en fait savoir, c'est ce type de personnes qui se cachent derrière un masque pour mieux s'endormir le soir, pour faire court. Comment est-ce qu'on peut définir cette masculinité qui est complètement masquée? Ce sont des gens qui ne savent pas ou qui ne veulent pas savoir qui sont masculinistes. C'est quand même, c'est difficile de vous répondre parce que moi je pense que c'est à part un tout petit groupe de personnes qui militantes masculinistes, la plupart du temps on ne sait pas qu'on est masculiniste parce que précisément le masculinisme c'est pas un moment de la pensée ou c'est pas une identité, c'est un truc, c'est une façon, c'est des lunettes qu'on porte tous et toutes qui nous empêchent de voir le monde autrement en fait. Et je vais vous donner un exemple à quel point on ne cesse de défaire en fait ces lunettes, de réajuster ces lunettes. C'est que par exemple dans notre rapport à l'espace, par exemple, et moi, j'ai jamais aimé les romans d'aventuriers, par exemple. Je savais pas trop pourquoi. J'ai mis du temps à comprendre. J'ai jamais aimé les romans d'aventure et j'ai jamais moi-même aimé voyager, me retrouver dans un territoire que je ne connaissais pas et le visiter d'une certaine manière. Et en fait, je crois que, par exemple, dans le rapport à l'espace, il y a aussi une approche masculine, en fait, masculiniste, dans le sens où on a une conception à la nature qui est une conception imprégnée en fait, d'une forme de légitimité à occuper l'espace. Et ça, par exemple, il ne suffit pas d'être un homme pour l'avoir. On peut très bien être une femme et être imprégné de cette idéologie de la nature ou être imprégné d'une certaine idéologie du rapport au temps. En ce moment, la temporalité m'intéresse, la dimension genrée de la temporalité. Et donc, vous voyez, finalement,
C'est pour ça que moi je comprends que vous soyez agacés et qui ne le serait pas, enfin, si beaucoup de gens ne le voient pas, mais enfin, on comprend très bien votre agacement, mais je crois qu'il faut adopter une posture de déconstruction incessante, en fait, plutôt que de viser des personnes, de viser une manière de penser, en fait, de viser les lunettes plutôt que les personnes. Bonsoir et merci pour la conférence. J'avais une question. Est-ce que dans vos travaux, ou est-ce que ça sort trop du terrain d'études, vous avez aussi vu la question des personnes qui ne sont pas des hommes, mais qui revendiquent de la masculinité ? Je sais qu'il y a eu des études, notamment aux États-Unis, et toujours pas traduit en français, notamment Female Masculinity de Jack Halberstam. Et du coup, est-ce que vous avez rencontré ça ? Est-ce qu'il y a potentiellement une ouverture aussi là-dessus dans votre livre ? Voilà. Vous parlez des masculinités sans hommes. Je pense à un numéro de Nouvelles Questions féministes, par exemple, qui s'intitulait Masculinité sans hommes. Oui, peut-être. En fait, l'exemple, moi, très spécifique que j'ai en tête, c'est les Butch. Je pense qu'en France, on peut traduire ça par les Jules, mais c'est assez spécifique quand même au milieu américain. Donc, Oui, effectivement, j'ai pas tellement travaillé là-dessus, mais je dirais qu'il faut l'inscrire en fait dans cette espèce d'échelle des masculinités, et que là, peut-être que ce qui serait intéressant, c'est de voir encore une fois la question de qu'est-ce qui est disqualifié comme type de masculinité, qu'est-ce qui est qualifié comme type de masculinité. Et il y a une ligne en fait intenable qui est celle d'être ni trop ni pas assez. C'est-à-dire que quand on est trop masculin, on va du côté des masculinités populaires. Et quand on n'est pas assez masculin, on va du côté de l'homosexualité. Et là où la norme se niche, en fait, c'est dans ce milieu-là, invisible, non pensé. C'est celle-ci, en fait, qui m'intéresse en particulier, mais je ne sais pas si c'est ça qui vous intéressait, vous. Oui, non, j'ai bien compris que vous parliez des butch et qu'est-ce que c'est, mais j'essayais de... Je ne sais pas trop comment répondre à cette question parce que je trouve que c'est assez délicat parce que quand on travaille sur la masculinité et qu'on travaille sur les hétérosexualités dominantes, etc., on aurait trop vite fait de dénoncer les masculinités butch comme comment dirais-je, je trouve pas le mot. Il y a un mot très précis, mais enfin, en tout cas, de les dénoncer ou de dire c'est une forme de trahison en fait aux féminités, quoi. Et je pense qu'on se tromperait en disant ça. Et c'est pour ça que j'essayais d'esquiver un peu votre question. Voilà, en tout cas, moi, je suis pas du tout dans cette position-là, en fait, de disqualifier les butch, en fait, sous prétexte qu'elles endosseraient un type de masculinité, quand bien même très normalisé. Voilà. Je pense qu'il se joue autre chose, hein, et que on peut pas comparer les masculinités straight aux masculinités butch, par exemple. C'est là, encore une fois, la symétrisation poserait question, en fait. C'est la volonté de symétrisation qui m'interpellerait davantage. Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. J'avais une question plutôt sur votre pratique du terrain en tant qu'anthropologue, de savoir ce que ça vous a fait en tant qu'anthropologue, mais aussi en tant que femme. Je pense qu'on ne peut pas séparer les deux, de ce que ça vous a fait de vous immerger dans des terrains où vous étiez du coup isolée en tant que femme. Est-ce que vous êtes parfois sentie insécurisée ou peut-être renforcée aussi dans votre militantisme, qui est une posture différente de celle peut-être de la chercheuse. Donc c'était un peu ce rapport et cette confrontation à un terrain potentiellement violent aussi. Est-ce que ça vous a fait ? Alors j'ai travaillé un peu évidemment sur qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans un terrain d'hommes, puisque par ailleurs c'est une position complètement impensée de l'anthropologie.
il y a deux choses qui sont impensées qui étaient impensées en anthropologie. C'est le fait d'être une femme sur un terrain d'hommes, puisque les anthropologues étaient majoritairement des hommes, et quand ils travaillaient sur des femmes, ce rapport-là leur posait pas de problème, voire ça les a souvent arrangés même. Et ça, c'est une première chose. Mais l'autre chose qui m'a interpellée beaucoup, c'est et mes collègues, dans mon milieu, parmi mes pairs, ce qui posait plus de questions, c'est comment tu fais pour travailler sur des gens que tu n'aimes pas. Et parce que ça a un allant de soi que quand on est anthropologue, on travaille sur des gens qu'on aime bien. Et donc c'est une certaine idée de l'anthropologie, vous voyez bien, qui est une anthropologie où on va travailler on va défendre le groupe sur lequel on travaille, qui est une posture que je critiquerai pas, mais qui était effectivement pas ma posture, parce que j'étais aussi assez mal à l'aise avec le fait d'être une femme blanche qui irait enquêter hors monde blanc, en fait, hein, pour le dire un peu très clairement, ou dans les milieux populaires, voilà. Et j'étais beaucoup plus à l'aise avec cette position-là d'être. Alors à l'époque, j'étais plus jeune aussi, donc j'avais sensiblement le même âge que les hommes sur lesquels j'enquêtais. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes, donc il va falloir que je repense ma position. Mais j'étais beaucoup plus à l'aise, moi, d'avoir cette position-là, en fait, avec des hommes qui étaient vis-à-vis de moi plutôt en position de domination. Et de les détester me posait aucun souci, parce que je dirais que c'était même, pour moi, c'est toujours et encore aujourd'hui mon modus libidinal scientifique, quoi. C'est-à-dire que je prends beaucoup plus de plaisir à travailler sur des groupes qui m'agacent. Donc, et je pense aussi que c'est intéressant cette position-là aussi. Et je pense à des chercheurs comme Martina Venza, qui est une sociologue qui a travaillé sur la Ligue du Nord, donc les milieux plutôt fascistes en Italie. Et je trouve important et nécessaire aussi que des anthropologues tirent du plaisir, et heureusement, de travailler sur des sujets non sympathiques. Parce que qu'est-ce que ça pose ? Ça pose en miroir, en fait, le fait qu'on considère qu'il ne puisse y avoir de travail, comment dirais-je, sympathiquement politique, donc du côté du féminisme, que si on travaille sur des objets sympathiquement féministes. Or, c'est pas le cas. On peut être féministe et travailler sur des objets antiféministes, au contraire, même, je dirais. Bon, ça, du coup, j'ai un peu évité votre question, mais pour le fait d'être une femme, donc sur un terrain d'hommes, et sur les questions de ma propre sécurité, je pense qu'à l'époque, j'avais la chance d'y aller un peu naïvement, en fait, de pas exactement savoir ce que je faisais. Et c'est vrai que quand j'ai affaire à des étudiantes, je pense à une étudiante en master en particulier qui est venue me voir et qui voulait travailler sur le harcèlement de rue, en observant directement le harcèlement de rue. Et je lui ai dit, non, en fait, moi, je n'encadrerais pas un mémoire comme celui-ci, parce que je trouvais qu'elle serait trop exposée. Enfin, je pensais qu'elle serait trop exposée. Donc, les questions de l'exposition aussi, et je pense que pour toi, ça, Emmanuel, c'est des questions aussi qui sont posées un peu différentes. Les questions d'exposition sur le terrain, quand j'ai commencé, on ne les posait pas du tout. Aujourd'hui, on les pose et je trouve que c'est très bien. Bonsoir, merci beaucoup de nous avoir fait part je suis juste ici. de nous avoir fait part de votre savoir. Je ne sais pas si j'ai réellement une question claire en tête, mais j'aimerais avoir votre avis sur les femmes avec qui, parfois, c'est même plus dur de parler de féminisme qu'avec certains hommes. Des femmes qui maternent les hommes, et ce, peu importe leur âge. Surtout dans un couple où on voit certaines femmes avec leur homme leur parler comme à des enfants, et les hommes qui se complaisent là-dedans. Et avec ces femmes, quand on leur en parle, on n'a parfois pas l'impression qu'elles se rendent compte de la violence que les hommes peuvent exercer sur les femmes, même des femmes qui prétendent aimer, et qu'elles sont elles-mêmes des victimes, parfois en première ligne du patriarcat. Alors vous dites beaucoup de choses dans cette remarque, je vous remercie. Moi, je dirais que il est très difficile de qualifier les personnes de victimes quand elles-mêmes, elles ne veulent pas le faire. Ça, ce serait peut-être une première remarque, c'est-à-dire d'écouter
là aussi une approche d'anthropologue, c'est-à-dire comment elle se qualifie, si elle tire du pouvoir, par exemple, du maternage, pourquoi pas. Et ensuite, sur pourquoi il peut être parfois difficile de parler de féminisme avec les femmes. Donc, c'est un peu ce que je disais, le masculinisme, c'est pas une affaire d'hommes, c'est une affaire de tout le monde. Et comment comprendre les positions de femmes qui se positionneraient en contradiction avec leurs propres intérêts. Et là, je pense qu'il faut revenir à une approche plus intersectionnelle des questions, des luttes, en fait. Et on l'a vu avec les élections de Trump, par exemple. On s'est retrouvé avec un électorat de femmes blanches de classe moyenne. Et je pense que dans de nombreux cas, les intérêts de classe et de race sont supérieurs aux intérêts de genre. C'est-à-dire qu'il y a pour comprendre ces situations-là, il faut comprendre les bénéfices supérieurs pour certaines femmes de ne pas adhérer au féminisme. Ça, ce serait une manière de vous répondre sur le plan d'une stratégie politique. Mais de façon peut-être moins stratégique, il existe un coût au féminisme, pour les femmes d'endosser une position féministe, et qu'il peut être parfois moins coûteux d'être, alors je trouve toujours pas le mot qui est le même que tout à l'heure, sur la question sur les butch, qui est d'être plutôt une complice, en fait, de la masculinité, avec, par exemple, il y a eu des travaux en Cultural Studies sur les femmes cool, à quel point la désirabilité de la femme cool, qui est en fait une femme qui adhère à la culture masculine. Et là, encore une fois, je pense que pour comprendre ces positionnements-là, il faut voir que c'est une forme de stratégie aussi, en fait, qui est une réponse à la domination masculine, une autre réponse que celle féministe, mais qui est quand même une réponse à la domination masculine. Merci pour votre exposé dans lequel j'ai cru entendre discrètement le mot patriarcat. Est-ce que vous alertez en disant que sous le pavé, on ne trouve toujours pas le sable, mais le patriarcat? Et une autre petite question, c'est est-ce que vous pensez que, comme on a déjà vu dans l'histoire, on pourrait avoir une dérive politique de ce type de valeurs? Alors, je vais vous répondre des choses qui vont nous plomber tous et toutes. Alors, évidemment, sous le sable, sous les pavés, le patriarcat encore et toujours. Et donc, c'est la deuxième partie de votre question. Le masculinisme, en fait, est déjà un problème politique, en fait. Et c'est un problème politique. Et je vais vous en donner deux exemples très, très, très récents avec le président de la République qui affirme des positions démographiques ultra-virilistes, martiales, avec la question du réarmement démographique, ou qui se positionne vis-à-vis d'une masculinité considérée comme intellectuelle et élitiste en faisant une séance photo en train de boxer. Donc, on est déjà en fait dans une stratégie politique. Je dirais même que le masculinisme n'est pas autre chose qu'une stratégie politique qui est celle du patriarcat. Ma définition du masculinisme, c'est que le masculinisme, c'est l'idéologie du patriarcat. Sa réaction avec Depardieu aussi. Oui, qu'il a défendu Depardieu. Oui, par exemple. On m'a envoyé tout à l'heure un truc où il va donner la médaille à ce chanteur là très réac, Sardou, avec une phrase sur enfin quelqu'un qui défend la masculinité comme Houellebecq ou un truc comme ça. Ouais. Alors j'ai pas la source exacte, j'espère que je vous fais pas une fake news, mais Bonsoir. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé. Ma question, elle est double et elle concerne finalement le groupe que vous avez pu étudier au cours notamment des conférences sur la séduction.
J'ai pas lu votre livre, donc peut-être que vous y répondez. Mais la première, c'était est-ce que vous avez pu observer de façon significative dans ce groupe, par exemple, l'attachement à une pratique de la religion et qui pourrait influencer sur justement la conception de la femme par rapport à eux. Et la deuxième, c'était, vous parlez du rapport des hommes entre eux et du fait que c'était séduire les femmes pour s'aimer entre hommes, mais est-ce qu'il y a aussi ce rapport de l'homme à lui-même, c'est-à-dire qu'il y a cette opposition peut-être avec le narcissisme, ou en fait, ou même carrément l'inverse, qui était arrêter de se détester soi-même parce qu'ils se sentent en échec avec les femmes. Oui, alors merci pour vos questions. Alors sur la première partie, je ne me souviens plus, c'était... La religion. La religion, oui. Alors, en bonne anthropologue, en plus j'ai un rapport à la question religieuse qui n'est pas uniquement lié au monothéisme. Donc pour moi, la question religieuse, elle l'est dans leur rapport au développement personnel, en fait. C'est-à-dire qu'ils font référence à des spiritualités un peu syncrétiques. Donc ils ont un rapport, en tout cas, un peu à la métaphysique, ils ont un rapport à l'immanence, etc. J'ai pas recueilli, il y a des groupes assez de masculinistes qui sont très connus, qui sont plutôt catholiques, que j'ai pas travaillé, mais il y a des liens. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie sur l'amour de soi. Alors, c'est une excellente question. Alors, je ne qualifierais pas, j'emploierais pas le terme narcissique parce qu'il est psychologisant et qu'on travaille le registre de la psychologisation, de l'individualisation des pratiques un peu différemment en anthropo. Mais effectivement, en tout cas, l'alpha mâle, c'est l'homme qui se passe des femmes et qui se passe aussi du jugement des autres hommes, donc qui se suffit à lui-même. Et c'est un truc que j'ai pas dit en fait, c'est que mon travail il porte aussi sur la socialisation de la masculinité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on devient un homme. Et on devient un homme, et ça c'est en fait le gros de ma thèse. Merci parce que du coup je vais pouvoir le dire. C'est qu'en fait ce que j'essaye de montrer, c'est que devenir un homme, c'est intérioriser les catégories du pouvoir pour pouvoir pratiquer soi-même le pouvoir. Et intérioriser les catégories du pouvoir dans un monde néolibéral, c'est l'autonomie, c'est la satisfaction de soi, c'est la prise de risque, c'est toutes ces formes de registres-là, en fait, qu'ils intériorisent pour eux-mêmes et qu'ils apprennent, qu'ils cherchent à apprendre via la séduction, en tout cas. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là pour pouvoir donc faire la mise du spectacle qui suit. Merci beaucoup Mélanie et Manuel. Si vous voulez prolonger les échanges et prolonger les informations sur ça, il y a la librairie Comment dire qui vend le livre de Mélanie dans le hall. Et vous pouvez peut-être échanger dans le hall. Et on va inviter donc tout le monde à sortir. Près de la librairie, j'arrive. Et on vous invite à sortir. Merci.